Dans le livre Les principes de la psychologie, publié en 1890, le philosophe pragmatiste américain William James raconte une anecdote assez connue de son époque. Dans une société de vulgarisation telle qu'on en retrouve beaucoup au XIXe siècle, un astronome donne une conférence sur la cosmologie moderne. Il explique à son auditoire que la Terre, elle est plutôt sphérique, enfin à peu près, et que elle tourne autour du Soleil, et que le système solaire y flotte dans l'espace. À la fin de la conférence, il y a une vieille dame qui se lève et puis qui lui dit: «Écoutez, ce que vous dites, c'est très intéressant, mais excusez-moi de devoir vous dire que vous avez tort. Parce que la Terre, mon cher monsieur, ne tourne pas autour du Soleil, elle repose sur une très grande tortue». Alors l'astronome, il se fout un peu de sa gueule et il lui dit: «Ah oui, bon, d'accord, ouais, pourquoi pas». Et donc du coup, bah, elle repose sur quoi la tortue? Et la vieille dame, elle se démonte pas et elle lui répond: «Eh bah, ça tombe bien que vous me posiez la question parce que figurez-vous que sous la tortue, il y a une autre tortue. Et en dessous, il y a encore une tortue. C'est des tortues tout du long». Ce que cette histoire critique, c'est une logique épistémique assez particulière, celle du fondement infini. Une logique épistémique, c'est la façon dont on construit le savoir qu'on a d'une chose. On ne peut pas prendre les choses brutes, telles qu'elles sont dans la nature. On doit les raconter avec des images, des structures et des mots qu'on comprend, et la façon de produire du savoir, elle doit toujours être interrogée. Parce qu'on produit le savoir depuis un contexte historique, une position sociale, un langage et un certain rapport au pouvoir. La logique épistémique du fondement infini, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois en cosmologie, en philosophie ou en psychologie. Si ma cosmologie repose sur cette logique et que je vous explique l'univers en vous disant bah, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre autour du Soleil et le Soleil autour du centre de la galaxie, et bah moi, à mon tour, la seule chose que je fais, c'est de tourner autour de la question centrale qui est d'accord, mais qu'est-ce qui fait tenir tout ça? Cette logique-là, on peut aussi la voir comme une épistémologie régressive, c'est-à-dire toujours tourner vers l'observation de l'origine d'une chose. Quand on est dans la logique du «il y a toujours une cause en dessous d'une autre», et bah du coup, chaque savoir qu'on produit va nous obliger à chercher son ancrage dans un savoir plus profond, plus pur et plus originaire. Ce besoin de toujours remonter à l'origine, de trouver le sol pur de la production de toute réalité, c'est effectivement une façon de produire du savoir qui peut se justifier, mais qui, par sa logique, nous met face à un danger qu'on n'identifie pas forcément au premier regard. Le réflexe de chercher un fondement originel naît d'un refus de ce qui est contingent, c'est-à-dire accidentel, anecdotique ou indéterminé. Le contingent, c'est tout ce qui pourrait être autrement, ce qui n'a pas de raison nécessaire d'exister comme ça, parce que l'histoire, le hasard ou le jeu des circonstances l'ont produit comme ça, c'est tout. C'est pas inintéressant, mais c'est pas important pour autant. Donc en cosmologie, pour rester dans cet exemple-là, il y a une contingence assez remarquable qu'on s'est pas privé de surinterpréter. Il y a plein de planètes, il y a plein d'étoiles, il y a plein d'astres en tout genre, mais nous, on est là. Et si on est là, c'est que l'endroit où on est doit bien avoir quelque chose de spécial. Donc c'est assez logique d'imaginer que la Terre est au centre du cosmos parce que le fait qu'on soit là rend exceptionnelle cette planète par rapport aux autres qu'on connaît, qui sont des planètes où on n'est pas là. Sauf que notre position là, c'est une contingence. On est là parce que là, c'est un endroit où les conditions sont réunies pour qu'on soit là. L'univers n'a pas été créé avec comme loi fondamentale le fait qu'on soit là, mais il possède des caractéristiques qui font que là, c'était possible qu'on apparaisse. Nous ne sommes pas une nécessité, nous sommes une contingence. Le fait qu'on soit là ne dit rien de l'univers. Le fait qu'en science des contingences puissent exister, que la tache aveugle au milieu de notre vision soit une conséquence de la manière dont les tissus se forment et pas un truc qui dit quelque chose du génie de la nature ou de notre créateur, bon, ça c'est insupportable pour beaucoup de penseurs et de penseuses. Parce que si les choses sont contingentes, alors elles ne sont pas éternelles. Elles peuvent changer, se transformer, se défaire. Si le monde ne peut pas reposer sur ses nécessités fantasmées, alors on perd des garanties, des points fixes, des socles où se réfugier quand tout le reste bouge. Penser avec cette logique, c'est un geste de sécurisation identitaire, c'est un geste de retour vers les racines, vers l'idée qu'en creusant assez profond, on finirait par tomber sur quelque chose de vrai, de pur et de stable. Et donc c'est une manière de croire qu'en dessous de la complexité du monde, il y aurait toujours une vérité simple, une origine qui expliquerait tout, un ordre caché sous le chaos du monde. C'est un ancrage intellectuel politique tourné vers le besoin de maîtriser, de purifier, de réduire la complexité à un ordre rassurant, et c'est par excellence, il faut bien le dire, le réflexe intellectuel fasciste. L'idée qu'il existerait quelque part un sol pur, une racine première, un ordre perdu à restaurer. Alors ce n'est pas le fait de penser spontanément comme ça qui serait fasciste, mais le fait de pousser la logique dans cette direction, c'est ce qui permet à la pensée autoritaire d'obtenir ce qu'elle adore, c'est-à-dire une origine unique, un sens caché, une vérité inébranlable à laquelle il faut se soumettre.
Tout ce qui vit, tout ce qui parle, tout ce qui pense est contingent. Nos émotions, nos langues, nos institutions, nos genres, nos morales, tout ça, ça n'a pas toujours existé. Et ça aurait pu être complètement autrement. Chercher l'origine, c'est donc aussi chercher à nier l'histoire, refuser de voir que les formes du monde ne sont pas données une fois pour toutes, mais produites par des pratiques, par des luttes, par des accidents. Les épistémologies régressives finissent toujours par figer les identités, les rôles et les essences. On commence par dire la nature humaine, puis les vraies femmes, puis la structure du psychisme, et bien souvent, on finit aussi par dire la loi du marché. Faut remarquer comme ces choses-là sont très pratique dans un ordre réactionnaire. C'est un principe fondamental de cette pensée-là, c'est un principe fondamental de la pensée philosophique réactionnaire. Faire passer le déni du monde réel pour un refus intellectuel solide du principe même de contingence. Sigmund Freud, je dirais pas Freud, lui il s'est mis en tête de chercher la première tortue du psychisme, d'offrir à la psychologie ce que la physique newtonienne a offert à la matière, c'est-à-dire un socle stable, un système de lois universelles. Le noyau dur, l'origine de tout ce que les humains ressentent, l'idée justement que derrière chaque mot, chaque geste, chaque émotion, chaque habitus, il y aurait une structure, une économie, une mécanique cachée du désir et du refoulement. Le réflexe intellectuel qui a donné naissance à la psychanalyse, il faut bien retenir que c'est ce même réflexe régressif et réactionnaire. Une tentative de transformer le chaos psychique en système fermé, d'arracher la psychologie au contingent, de donner à la complexité apparente des vies intérieures humaines une origine pure et simple qui la débarrasserait des causalités historiques, culturelles ou aléatoires, l'inconscient. Freud nous dit que l'édifice psychique repose sur des forces constantes et sur un jeu de tensions énergétiques dont les lois ne changent pas. Dans cette citation, ce qu'il appelle l'appareil psychique, c'est une sorte de machine à transformer l'énergie psychique en comportement, en rêve et en symptômes. Une mécanique invisible mais parfaitement réglée de sorte que tout effet devrait avoir sa cause. Ça, c'est une ambition de physicien appliquée à l'esprit humain, et c'est aussi une manière d'effacer ce que la subjectivité a de social, d'historique et d'incertain. L'inconscient, chez Freud, ça devient la cause première du psychisme, la tortue originelle. C'est plus simplement une métaphore du mystère, c'est une structure. Il le dessine comme une loi de la nature, dictant le fonctionnement de l'esprit, et cette loi étant naturelle, elle ne peut pas changer. Les névroses de Vienne, les mythes grecs et les rêves contemporains doivent obéir aux mêmes dynamiques, aux mêmes tensions et aux mêmes symboles. Dans cette mécanique, ce qu'on ressent repose sur l'émotion ou l'affect. L'émotion, c'est pour Freud la trace invisible d'un conflit intérieur. C'est ce qu'on voit quand une représentation refoulée essaye de remonter. Ce conflit-là, il prend la forme d'un symptôme, et le symptôme, c'est le conflit qui s'exprime. Donc une angoisse, un lapsus, un comportement répétitif, un stime, tout ça, ce sont des symptômes. Le moteur du symptôme, c'est le désir, parce que le symptôme, toujours pour Freud, d'accord, le symptôme, c'est le retour déguisé d'un désir refoulé, qui revient sous la forme d'une pulsion ou d'une frustration. À ce moment-là, Freud passe l'arme à gauche, et Lacan reprend le flambeau. Et lui, il dit que le désir repose sur un truc qu'on n'a pas, c'est-à-dire le manque. Et c'est logique, hein. Si vous désirez un truc, c'est que vous n'avez pas un autre truc, ou ce truc-là. Bon, ça veut dire que si vous êtes une femme cis et que vous râlez, eh ben, c'est qu'il doit vous manquer une bite. Bon, jusque-là, c'est extrêmement misogyne, mais c'est assez facile à comprendre. Bon, et le manque, il repose sur le langage, parce que ce qui vous manque, c'est pas vraiment une bite, c'est ce que signifie la bite dans le langage. C'est ce que Lacan appelle le phallus. Et le langage, lui, il repose sur l'autre, avec un A majuscule, parce qu'on est quand même dans une épistémologie religieuse. L'autre, c'est la culture, la loi, la géographie, tout ce qui construit les signifiants, les mots et les structures de sens qu'on utilise pour exister. Et l'autre, il est construit par l'inconscient, parce que pour Lacan, l'inconscient, c'est le langage de l'autre qui parle à travers le sujet. C'est QFD, la première tortue de l'émotion, c'est l'inconscient. C'est élégant, c'est cohérent, et c'est surtout super pratique, parce que de la manière dont c'est construit, c'est absolument impossible à vérifier. Dans cette architecture, l'émotion n'existe pas vraiment, elle est toujours déjà autre chose. Quand j'avais fait ma vidéo sur Slavoj Žižek, j'avais beaucoup de défenseurs et de défenseuses de la psychanalyse qui me répondaient en boucle « Bah oui, mais les signes, comment on fait pour étudier les signes si on n'a pas la psychanalyse ?» Et avec la science des signes. Enfin, ça existe, hein, ça s'appelle la sémiotique. On a le droit d'utiliser la science, je vous promets. Donc a priori, si vous n'avez pas été trop matrixé par les trucs lacaniens, vous savez que Saussure, Maurice, Roland Barthes, Umberto Eco, c'est pas de la merde, hein, on est d'accord là-dessus. Et justement, Louise Sundara Rajan, une psychologue sino-américaine, elle l'a bien compris, que c'était pas de la merde. C'est une spécialiste de la théorie des émotions et de la psychologie indigène, et elle a repris la sémiotique de Charles Sanders Peirce pour en faire une théorie de la vie affective, c'est-à-dire une théorie non régressive de l'émotion, ou des émotions. Et à ce sujet, respect à elle, parce que c'était casse-gueule.
parce que c'était quand même une sacrée bonne occasion de se faire récupérer par les psychanalystes au moindre faux pas. Mais non, son truc est hyper bien écrit. Ce qu'elle dit, ça a l'air compliqué, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Les émotions ne sont pas des forces brutes, ni des symptômes de l'inconscient, ce sont des signes. C'est comme un panneau. Un signe, c'est ce qui fait le lien entre une chose, la manière dont on perçoit la chose, et ce que la chose veut dire pour nous. Une émotion, pour Sundararajan, ça répond bien aux 3 critères de définition d'un signe. Il y a quelque chose qui provoque l'émotion, la forme par laquelle l'émotion se manifeste, et le sens qu'on donne à l'émotion. Donc la lecture qu'on en fait. Et comme l'émotion permet de vivre la situation, et bah du coup, l'émotion devient la lecture de la situation. Je vais y revenir. Autrement dit, l'émotion, c'est déjà un système d'interprétation du monde. Il n'y a pas besoin de toutes ces conneries de l'autre et de l'inconscient, etc. Et par ailleurs, c'est pas non plus un réflexe animal, ni un signal chimique isolé qu'on pourrait repérer et mesurer dans le cerveau, parce que une émotion, c'est un processus de lecture. Je sens que je vous perds. Alors, prenez la peur, par exemple, c'est tout con, hein. Quand on dit « j'ai peur parce qu'il fait nuit », bon, c'est pas la nuit qui fait peur. Je veux dire, le phénomène astronomique de la nuit en lui-même, il fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est la signification qu'on attribue à la nuit. L'inconnu, la perte de repère, le souvenir d'un danger, voilà. Donc le corps, le contexte et la mémoire collaborent ensemble pour fabriquer une peur qui est cohérente. Quand on parle de sémiotique, on entend souvent signifiant et signifié. Chez Peirce et donc chez Sundararajan, il n'y a pas ces trucs-là. Et d'ailleurs, il n'y a pas 2 trucs, encore une fois, il y en a 3. Il y a déjà l'objet, c'est-à-dire ici la nuit réelle, le contexte sensoriel, l'absence de lumière, donc la nuit quoi. Ensuite il y a le signe, c'est-à-dire la manière dont l'objet est perçu, avec le frisson, la tension nerveuse, ou même juste la phrase de dire j'ai peur de la nuit. Et puis il y a l'interprétant, donc le sens qu'on donne à ce rapport entre le signe et l'objet. En gros l'interprétation subjective qui dit la nuit c'est dangereux, il y a des brigands. Et on pourrait faire pareil avec la colère. Si le budget 2026 vous met en colère, bon bah c'est pas les chiffres qui sont sur les papiers qui vous déclenchent. L'objet, c'est la loi. L'interprétant, c'est l'injustice, l'humiliation, l'impuissance. Et le signe, c'est vous qui cassez des abribus cet hiver. Et comme n'importe quel autre signe, l'émotion, elle n'est pas figée. Une peur peut se transformer en colère, la colère en honte, la honte en tristesse, et parfois la tristesse en apaisement. Chaque émotion vient reformuler la précédente et lui donner une autre lecture. Tenez, il vous arrive une bricole, et il y a un ami qui vous dit « ça va, c'est pas si grave ». Bon, vous pouvez d'abord vous sentir humilié, puis en colère, et puis réaliser que c'était juste maladroit et qu'il essayait de vous rassurer. Et dans tout ce processus-là, l'objet n'a pas changé, la situation s'est restée la même, mais chaque émotion a modifié le sens que vous donnez à la scène. Et ça joue sur l'interprétant, c'est-à-dire que vous avez d'abord perçu ça comme une scène d'humiliation, puis comme un affront, puis comme une maladresse banale. Mais attention, ça veut pas dire que tout se joue dans la tête, hein. L'émotion, c'est pas une erreur de lecture ou une distorsion subjective de la réalité. C'est une manière d'habiter une situation et d'en éprouver la tension, l'ambiguïté ou la charge symbolique. L'émotion n'est jamais une erreur de lecture, c'est une manière de répondre à ce qu'on perçoit comme un déséquilibre. Ce déséquilibre, il vient pas de soi ou de l'autre, il vient de la scène tout entière. Du langage, du rapport de force, de la domination, de l'historique, etc. Bon, quand une phrase blesse, c'est pas juste parce qu'on l'a mal comprise, c'est aussi parce qu'elle porte quelque chose du monde, de ses hiérarchies, de ses habitudes et de ses angles morts. Et donc l'émotion, dans cette considération-là, ne peut pas être une distorsion du réel, parce que c'est la preuve que le réel est traversé de tensions, qu'il peut être lu autrement. C'est-à-dire que l'émotion ne repose pas sur un savoir inconscient et préexistant à notre propre naissance, ou je sais pas quoi. Elle produit du savoir. Elle est une opération sémiotique à part entière, une manière dont le corps fabrique du sens légitime. La pensée conceptuelle derrière, elle peut prendre le relais, mais elle n'invalide pas pour autant le sens qui a été produit par le chemin logique de l'émotion. Si vous avez ressenti une émotion dans une scène sociale, encore une fois, si je parle de scène, je fais référence à Erving Goffman, allez regarder ma vidéo qui s'appelle Comment ne pas perdre la face. Bon voilà, votre émotion, elle trahit quelque chose de très clair à l'intérieur de la scène, et cette chose-là, elle peut justifier de détecter une injustice à l'intérieur de cette scène. C'est pas fou de dire ça, il n'y a pas besoin de manipuler la mémoire conceptuelle et pour aller analyser quelque chose qui... Non, l'émotion écrit déjà du savoir. La peur, la honte et la colère nous apprennent des choses de la scène, de soi et du rapport entre les deux. Les émotions sont une hypothèse incarnée sur le réel. Ce n'est donc pas l'opposé de la raison, c'en est une modalité. C'est une modalité de la raison. Arrêtez d'opposer raison et émotion. Et c'est justement à cet endroit-là que la sémiotique des émotions devient politique, parce qu'elle nous rappelle que ressentir, c'est pas seulement réagir à des stimuli, c'est prendre position dans un réseau de signes qui nous traversent. Nos émotions ne sont pas privées, elles sont prises dans des systèmes de valeurs, de langage et d'histoire qui leur donnent forme. Ces systèmes-là, ils peuvent être la culture, je veux dire,
Prouvez-moi que la psychanalyse n'est pas raciste, par pitié. Et si une émotion peut produire du sens sans avoir besoin d'un fondement caché, alors on peut imaginer une psychologie qui fasse la même chose. Une psychologie qui n'aurait pas le réflexe d'aller chercher la première tortue, mais qui regarderait comment les significations s'empilent, se déplacent, s'entremêlent et même parfois luttent. Pour sortir des réflexes réactionnaires, des refus intellectuels incarnés par la logique du fondement infini, il est absolument urgent de commencer à inciter les gens à partir à la recherche d'une psychologie du mouvement plutôt que d'une psychologie de la profondeur. C'est peut-être pas très satisfaisant et c'est certainement pas très rassurant, mais l'opposé de la logique du fondement infini, ce serait une logique du récit situé. Cette logique-là vise à produire un savoir qui est cohérent avec lui-même, c'est-à-dire un savoir qui ne cherche pas à descendre plus profond, mais à comprendre comment est-ce que lui-même s'est construit là où il est. Et donc ce n'est plus une science des origines, c'est une science des relations. Michel Foucault, Thomas Théo ou Kurt Datzinger le diraient ainsi. Les faits psychologiques ne préexistent pas à la psychologie qui les nomme. Cette posture, elle relève d'une véritable politisation consciente de l'épistémologie. On n'est pas à la recherche d'une loi universelle. Les sciences doivent se contraindre à enquêter sur la façon dont le sens se tisse, circule et prend autorité. Les savoirs ne sont pas des réalités pures et nues. Ce sont des productions humaines. Et comme toute production humaine, ce sont des productions situées et politiques.